Et on continue. Merci. Quelle leçon et quelle valeur. Et on va accueillir une autre femme de valeur, c'est Joëlle Belaïch, qui est la présidente du Collège national des gynéco-obstétriciens. Elle a la lourde tâche de nous défendre sans arrêt au niveau de la profession et de défendre les femmes. On a vraiment beaucoup de plaisir à t'accueillir, Joëlle. Merci beaucoup et tout d'abord félicitations. Cette journée est géniale, je suis impressionnée. Bravo Claude Albert, bravo Carole, vous êtes fantastiques, merci d'avoir organisé ça. Alors, c'est vrai que je suis la première femme présidente du Collège national des gynéco-obstétriciens français et que ce collège est un peu une vieille dame puisqu'il a 50 ans. Alors, j'ai eu l'idée, qui n'était pas prévue, on peut avoir le topo s'il vous plaît, de vous raconter une anecdote. Dans les années 2005, le président du collège était Jacques Lansac, qui était un type absolument extraordinaire. Et il y avait deux vice-présidents qui étaient deux PUPH parisiens, deux secrétaires généraux, pardon, et une vice-présidente qui était moi. Et nous avions eu l'immense honneur de recevoir Simone Veil dans nos journées nationales et dans un petit pot derrière, ensuite en lui offrant un bouquet de fleurs. Simone Veil nous voit, donc Jacques Lansac, les deux secrétaires généraux, messieurs PUPH parisiens, la secrétaire petite main du collège, l'attachée de presse du collège, les deux étaient des femmes et moi-même. Et Simone Veil nous dit, c'est fantastique, bravo monsieur Lansac, dans ce collège au moins il y a l'égalité, 3 femmes et 3 hommes dans les instances dirigeantes. Et Jacques m'a jeté un regard furibond pour m'empêcher de parler, qui était spectaculaire. Bon, alors j'ai rétabli l'équilibre, enfin presque, pas tout à fait. Actuellement dans le collège il y a toujours 3 secrétaires généraux dont j'ai hérité entre guillemets qui sont fantastiques et qui sont des hommes, mais nous avons toujours 3 vice-présidents, un qui représente les universitaires, qui est une femme, Alexandra Benaki, un qui représente les hôpitaux généraux, qui est aussi une femme, Estelle Wafo, et un qui représente les libéraux, qui est un homme, parce qu'il n'est pas question d'éliminer les hommes, mais au moins on est 3 femmes et 4 hommes. Alors j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est particulièrement atypique. Mais vous allez voir pourquoi, la conservation ovocytaire, j'ai choisi d'en parler. Alors je pense que Carole, tu avais raison, on est beaucoup mieux en bas. Je vais faire comme vous. Je peux avoir l'autre micro, parce que sinon c'est vraiment pas pratique du tout. Merci. Est-ce qu'il marche celui-ci ou est-ce que ça... Oui, c'est bon comme ça. Alors je vais faire comme Carole parce que sinon c'est vraiment pas bien. Donc c'est quoi l'autoconservation et pourquoi j'ai voulu de vous parler de ce sujet? Parce que c'est un plus fantastique pour les femmes et puisqu'on est dans une journée pour les femmes, je voulais qu'on en dise quelques mots. C'est un sujet qui est souvent mal compris. On a dit que les femmes voulaient autoconserver leurs ovocytes. C'est quoi? C'est subir une stimulation de l'ovulation, une ponction sous échographie à un moment où la fertilité est optimale, donc si possible avant 35 ans, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire la grossesse ce qu'on souhaitait. Et ça a été souvent très mal compris en disant ce sont les femmes carriéristes qui veulent le faire et donc il n'y a aucune raison et il y a eu beaucoup d'opposition en France. Alors pourtant vous le savez, le désir d'enfant est devenu de plus en plus tardif, alors on met toujours en avant des causes négatives, les études des femmes, ras-le-bol d'entendre ça. En réalité il y a des causes émergentes qui sont le temps de rencontrer l'homme de sa vie et là je vais faire peut-être un petit peu plus pessimiste que tous les autres topos pour les femmes, je le reconnais, je m'en suis rendu compte. Il y a les secondes unions, puis surtout, il y a tout ce qu'on appelle, nous, les causes sous-jacentes, celles qui sont jamais dites, mais qui sont la vérité. C'est le fait que les femmes ignorent même en général, on le voit dans les sages-femmes et dans les médecins, elles ignorent complètement la chute de la fertilité avec l'âge, les hommes encore plus. Il y a la confiance imméritée dans l'assistance médicale à la procréation, qui est de dire qu'on peut tout faire. Ben non, on ne peut pas rajeunir les ovaires. Il y a ce fameux mythe de la grossesse possible. Et puis, ce qu'on trouve maintenant dans toutes les études scientifiques, quand on interroge les femmes sur pourquoi elles n'ont pas fait un enfant plus tôt, ben c'est qu'elles n'ont pas rencontré celui, parfois celle, avec qui faire un enfant. Et ça, c'est une nouveauté. Alors la petite phrase qui est un petit peu bizarre peut-être dans le contexte de la journée d'aujourd'hui, mais moi j'avoue qu'elle m'a beaucoup fait réfléchir et regarder autour de vous, enfin moi je le vois avec des amis de mes filles, c'est spectaculaire quand même. Cette phrase de cet éthicien belge, Guido Pennings, qui dit que
toutes les études le montrent maintenant. Quand on interroge les femmes qui voudraient une autoconservation ovocitaire, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas rencontré, alors vous l'appelez le prince charmant, on l'appelle comme on veut, en tout cas celui ou celle parfois avec qui faire un enfant. Et la principale raison, dit-il, c'est pas la discrimination au travail. C'est un effet assez imprévu de l'émancipation. J'ai traduit intégralement parce que je crois que c'est une phrase quand même qui doit nous pousser à la réflexion. Cette émancipation des femmes a accru l'accès des femmes à l'éducation, a inversé l'écart entre les sexes, et ce nouvel écart a généré un nouveau groupe de femmes, plus éduquées, mieux placées socialement, gagnant plus d'argent que les hommes, et, écrit Guido Penning, qui certes est un homme, mais je ne crois pas qu'il ait totalement tort. Compte tenu des règles du marché matrimonial, ces femmes très éduquées ont du mal à trouver un partenaire de même niveau. On va revenir à des choses un tout petit peu plus positives, l'autoconservation. Mais vous savez que déjà, cette autoconservation, donc congeler ces ovocytes pour les utiliser un peu plus tard, c'est fait en médecine pour des indications carcinologiques avant n'importe quel traitement pour cancer qui va altérer la fertilité, c'est fait pour les maladies qui ont besoin d'un traitement du même ordre, et là, personne ne conteste, ou en cas d'insuffisance ovarienne. Celle qui pose souci, et qui a beaucoup posé souci dans les 10 dernières années, c'est la conservation pour les femmes qui n'ont, dites de convenance, simplement pas pu réaliser à temps leur désir de maternité. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que ce sont les femmes carriéristes. Personnellement, dans ma génération, alors j'espère que tout au bout de la salle, vous ne penserez pas comme moi, mais j'en avais un peu ras-le-bol d'entendre dire que les hommes qui font carrière, ils sont brillants. C'est des types bien. Ils s'occupent de leur travail, moins de leurs enfants, mais ils sont bien. Les femmes qui font carrière, c'est des arrivistes, c'est des carriéristes, et leurs dents rayent le parquet. Alors en fait, c'est pas ça l'autoconservation. On a voulu nous faire croire, et je me souviens quand j'étais au comité consultatif d'éthique, d'entendre des vieux PUPH provinciaux nous dire « Ah, mais dans mon village à moi, donc, les femmes, elles font leurs enfants tôt, je comprends même pas pourquoi vous voulez qu'on parle de ça au CCNE, c'est pas un sujet. » Bah si, c'était un sujet. Bon, quand j'y étais, on n'a pas gagné, mais on a gagné un peu après. Donc, en fait, c'est clair qu'il y a des tas d'arguments pour autoriser cette autoconservation. Le fait qu'on vive plus longtemps, c'est une certitude, que la vitrification, c'est-à-dire la congélation ultra rapide des ovocytes qui est efficace, est autorisée en France dans l'avant-dernière loi de bioéthique, que à toutes les femmes qui arrivent à 40 ans, parce qu'elles n'ont pas vu le temps passer et qu'elles veulent un enfant, on leur propose quoi? Le don d'ovocytes, et il y a une pénurie de dons d'ovocytes, qu'on a fait beaucoup de campagnes pour informer les femmes sur la chute de la fertilité, et les hommes, ça aussi c'est un sujet tabou, mais la fertilité masculine chute aussi, mais simplement un peu plus tard. Toutes ces campagnes n'ont pas marqué. Et mieux valent finalement ses propres ovocytes que ceux d'une autre femme, ça c'est en passant, mais c'est vrai que les grossesses après don d'ovocytes posent un certain nombre de problèmes médicaux, et puis que aussi c'est une façon de lutter contre la chute de la natalité dont on ne cesse de nous parler depuis 2015, et aussi d'éviter des grossesses de femmes seules involontaires qui se disent moi j'arrive à 40 ans, il faut bien que je le fasse tout de suite parce que si je le fais pas toute seule, j'aurai jamais d'enfant de ma vie. Alors bien sûr, on nous a répondu que c'était la médicalisation de la procréation. Bon, on y est déjà, c'est pas très grave. Que c'est la lutte contre la nature, phrase qui m'exaspère, parce que si on est devenu médecin, en réalité, c'est parce qu'on voulait lutter contre la nature, contre la maladie, contre la mort, contre la souffrance. Je caricature, je le reconnais un tout petit peu. C'est le risque d'inégalité sociale, parce que dans tous les pays, sauf en France, l'autoconservation est payante. Je vais vous montrer que c'est plus le cas en France. Les risques, mais les risques qui sont estimés dans les études à moins de 0,1%, le risque de faire saigner, le risque d'une infection. Le coût, non. Le faux espoir, ah oui, j'ai jamais dit que c'était une garantie, c'est pas une assurance 100%. On sait que si on préserve 10 ovocytes avant 35 ans, on a 70% de chances de naissance vivante. Si on préserve 10 ovocytes après 35 ans, on offre 30% de chances de naissance vivante. Bien sûr, on nous a dit, mais vous allez encourager les grossesses tardives. De toute façon, c'est limité à 45 ans dans la loi française, et c'est très bien comme ça. Et puis, on a aussi entendu des phrases aberrantes, j'y reviendrai, comme « c'est une pression possible de l'employeur ». D'ailleurs, le comité consultatif d'éthique avait émis un avis défavorable en 2017, puis il a changé de présidence, changé de membre, et en 2018, on a eu cette phrase qui était bien, possibilité de proposer sans l'encourager. Alors, je vous signale quand même que ça, c'est une position... Il faut que je m'éloigne de... J'ai compris. C'est une position un tout petit peu quand même autorisée, sans encourager, limitée, que le comité d'éthique de la Société américaine de médecine de la reproduction a été beaucoup plus loin. Il a dit « La congélation des ovocytes est un traitement médicalement acceptable qui peut renforcer l'autonomie de la reproduction des femmes et promouvoir l'égalité sociale. » Alors est arrivée la loi, dite de bioéthique, la loi de l'été dernier, du 2 août. Et
c'est une quasi-victoire, mais ce n'est qu'une porte entrouverte, vous allez voir. Il est désormais écrit que c'est possible d'avoir le recueil, le prélèvement, la conservation de ces gamètes sans indication médicale. Sauf que c'est limité aux établissements publics ou privés à but non lucratif. Et il faut savoir qu'en France, quasiment 60% de l'assistance médicale à la procréation est en fait réalisée dans le privé plus que dans le public. Et puis il y a des limitations qui sont sorties. Alors la première limitation, c'est sur l'âge. Pour le faire, il faut avoir 29 ans révolus et moins de 37 ans. Donc c'est possible jusqu'à 36 ans et 364 jours. Alors ces limites d'âge, c'est un subtil équilibre entre bénéfice, effectivement, entre bénéfique et maléfique, on va dire comme ça, en disant qu'avant 29 ans, vous avez toutes les chances de pouvoir encore faire l'enfant quand vous le voulez. Après 37 ans, c'est vrai que les chances de succès chutent, mais quand même, cette limite fait qu'on a vu arriver dans nos centres des afflux de femmes qui ont 37 ans, qui auraient cette année, qui auraient pu le faire l'an dernier. La loi, en fait, est passée le 2 août, mais le décret d'application est passé le 30 décembre, et nous n'avons donc eu l'autorisation de commencer dans nos hôpitaux qu'à partir de janvier 2022, et toutes les femmes qui ont eu 37 ans entre la loi août et décembre, je peux vous dire que la vie est assez dure pour elles, et qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent nous demander une grossesse en solo, qui elle est autorisée, sans limite d'âge, jusqu'à 45 ans. C'est un tout petit peu aberrant, on peut le dire. Donc moi je pense, et on est nombreux, qu'il aurait dû avoir des mesures transitoires en 2022 et 2023 pour les femmes qui sont juste à la limite. Et puis, y a cette limitation encore plus grande. Qui peut le faire en France? Il ne faut pas seulement être un hôpital ou un ESPIC, il faut, c'est le décret l'a précisé, soit être autorisé à la préservation pour raisons carcinologiques. Or, ces centres-là, qui sont un peu moins d'une quarantaine, sont déjà assez surchargés et de demandes urgentes justifiées, parce que s'il faut le faire après la tumorectomie et avant la chimiothérapie, par exemple, pour un cancer du sein, on ne va pas repousser à dans 2 mois parce qu'il y a une liste d'attente. Il faut le faire tout de suite. Donc, l'autoconservation de convenance, elle passe après. Et puis, nous avons été autorisés, il y a 3 centres de plus qui ont été autorisés, parce que jusqu'à la loi, quand on faisait du don d'ovocytes, les femmes pouvaient donner leurs ovocytes, mais conserver une toute petite partie pour elles. Donc on avait déjà une autorisation partielle, on l'a gardée. Sauf qu'en tout, ça fait 41 centres en France sur les 104 autorisés à l'autoconservation. Et je peux vous dire, pour être un de ces centres, que nous voyons désormais des consultations qui sont inondées, mais il n'y a plus d'autres mots. Je suis, vous venez de le comprendre, un fervent défenseur de l'autoconservation, mais quand plus de la moitié de ma consultation est faite uniquement d'infertilité normalement, est faite uniquement de demande d'autoconservation, c'est pas extrêmement gratifiant. Alors, cette histoire délirante de l'employeur, il y a quand même en France des arrière-pensées qui sont faramineuses. Je sais d'où vient celle-ci, je pourrais en parler off, mais on nous a dit il est interdit que ce soit l'employeur qui prenne en charge les frais. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aux États-Unis, où rien n'est remboursé, il a été effectivement, les employés de Google, de je ne sais plus qui, ont eu le droit d'avoir une prise en charge, mais comme ça peut être pour les lunettes des enfants ou pour les soins dentaires, il a été dit qu'il leur serait offert une autoconservation. Arrière-pensée infâme, l'employeur veut empêcher les femmes de faire des enfants et veut qu'elles les fassent plus tard. Mais il faudrait que les employeurs soient fous pour se priver de la qualité d'une femme quadragénaire ou quinquagénaire, si ça va jusque-là, qui a gardé ses ovocytes pour les faire plus tard, alors qu'elle occupe une fonction importante et qu'elle est utile, très très utile dans l'entreprise, il est quand même plus logique qu'elle fasse ses enfants un peu plus tôt et que ce sera moins gênant pour l'employeur. Je ne vois pas ce que vient faire l'employeur dans la loi. Alors attention mesdames, la victoire elle n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée parce qu'il n'y a que 41 centres en France. Certes, on est le seul pays au monde où l'autoconservation est prise en charge à 100%. Les seuls frais qu'auront les femmes, c'est 40 € par an pour payer le renouvellement de la congélation. Mais nos détracteurs reviennent en force en disant « Oui, mais regardez, elles ne reviennent pas prendre leurs ovocytes ». Alors, quand on fait une congélation, c'est pour se dire « Si je ne peux pas faire mon enfant maintenant, je n'ai pas celui qu'il faut, je reviendrai, on le fait avant 35 ans, à 38, 39 ans, quand j'aurai l'homme de ma vie. » Mais de temps en temps, heureusement, des fois la nature est quand même plus sympa que je ne l'ai dit, elles vont faire leur enfant spontanément. Et donc, qu'est-ce que peuvent faire les femmes de ces ovocytes? Eh bien, elles ont jusqu'à 45 ans pour se décider, soit elles les ont repris, soit elles peuvent les donner à la science, les demander leur destruction, ou les donner à une autre femme. Et donc c'est ainsi qu'on aurait plus d'ovocytes à donner. Sauf que on nous dit, oui, mais elles reviennent très peu les utiliser. Quelques études récentes, australiennes, 6%, études américaines, 7% sont revenus.
C'est vrai qu'elles sont peu nombreuses, mais c'est quand même, il faut se continuer à se battre, parce que l'étude israélienne de Tzafir, elle est bien faite. Elle a demandé aux femmes, pourquoi vous n'êtes pas revenues? C'est vraiment naturel. 41% ont dit, mais parce que j'ai réussi à faire mon enfant toute seule, donc j'avais pas besoin de mes ovocytes, donc je l'espère moi, en tout cas, j'avais pas les chiffres, les données. Et 40% ont dit, parce que je n'ai toujours pas de futur père ou de conjointe. Et donc c'est assez logique. Donc il y a une nouvelle remise en cause et il faut vraiment lutter contre cette remise en cause parce que le bénéfice de l'autoconservation, il va quand même rester. Et toutes les femmes qui ont fait une tentative avec nous nous le disent. Ouf, maintenant quand je rencontre quelqu'un, j'ai plus comme unique pensée, est-ce qu'il va être le père ? Au bout de combien de temps je lui parle de mon désir d'enfant, et si je lui en parle maintenant, il se barre immédiatement. Ou si ce n'est pas immédiatement, c'est peu de temps après. Et elles expriment toutes un véritable soulagement. Donc ça c'est bien. Et puis pour la société, il y aura moins de demandes de dons d'ovocytes et plus d'offres. Alors je termine en vous disant que je pense que c'est vraiment cette vitrification ovocytaire, un progrès fantastique. J'aurais pu vous parler de tas d'autres choses sur l'innovation en fertilité, mais c'est volontairement que j'ai choisi celle-ci. On reconnaît qu'il est normal de lutter contre toutes les conséquences du vieillissement, qu'il soit musculaire, ophtalmo, tout ce qu'on voit. Pourquoi on n'aurait pas le droit de lutter contre les conséquences du vieillissement ovarien? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle injustice? Et puis qu'il y a un trop peu de centres, ça c'est une certitude. Moi je pense qu'il faut continuer à se battre pour que cette autoconservation soit autorisée dans tous les centres, qu'ils soient publics ou privés, pourvu qu'on soit volontaire. Je n'ai pas mis la dernière dia parce que je n'y avais pas pensé avant de vous entendre, mais si j'avais entendu le reste de la matinée, je vous aurais mis comme dernière diapositive une photo que ma fille m'a envoyée hier, j'ai une petite fille d'1 an et demi, et mes enfants c'est une éducation non genrée, bien entendu. Donc, ils ont fini par céder, ils ont acheté une petite poussette à la petite d'1 an et demi parce qu'à la crèche, elle adore sa poussette, donc ils lui ont acheté une crèche. Mais la photo, c'est Léa se promène avec la petite poussette et dedans, il y a le ballon de foot de son frère. Je trouve que c'est assez mignon. Et je vous remercie.